on peut constater un changement de plus en plus visible dans le paysage cinématographique actuel. Je me sens un peu con parce que je peux pas aller au numéro 1, il est déjà connu. Bah, t'as qu'à faire alors un top 10 des univers cinématographiques officieux, fantasmés, ou qui sont pas encore vraiment mis en place. Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, nous allons une nouvelle fois parler d'univers cinématographique. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, si le MCU est loin d'être le premier univers cinématographique, il est quand même celui qui a popularisé le concept ces jours-ci. Et comme nous l'avons vu, cela a donné naissance à plusieurs projets d'univers cinématographiques. Et d'autres encore sont à venir. Ces univers cinématographiques à venir sont au mieux du projet ou de l'ordre de la théorie. Toujours est-il qu'ils ne sont pas encore officiels. Et c'est de ces univers dont nous allons parler. Attention, contrairement à la précédente vidéo, il ne s'agira pas ici de faire un top. Tout simplement parce que, étant donné que ces univers sont plus ou moins sûrs, faire un top là-dessus est totalement inapproprié. À la place, je vous propose une classification selon leur probabilité. Dans le concept de la probabilité, nous avons d'abord les univers théoriques. Ce sont les univers dont on ne sait même pas s'ils existent réellement, qui tient plus de la théorie de fans de ciné qu'autre chose. Certaines de ces théories de fans ne tiennent pas, et d'autres sont assez solides. Et plus la théorie sera solide, plus nous irons dans le domaine du possible. Univers cinématographiques possibles, qui sont donc les univers qui pourraient être possibles, mais dont on est sûr de rien. Moins on aura de doutes sur ces univers, plus on entrera dans la troisième catégorie d'univers cinématographiques, les probables. À savoir les univers cinématographiques dont les producteurs ont certainement déjà pensé à les faire. Et d'ailleurs, plus ces univers seront dans la probabilité que les producteurs y aient déjà pensé, plus nous entrerons dans la dernière catégorie d'univers cinématographiques, les projets. Donc là, on attaque les univers cinématographiques dont on est sûr qu'ils vont exister, et dont on a déjà au moins quelques annonces ou quelques bandes annonces. Vous avez compris? Bien. Commençons donc par les univers théoriques. Bon, celui-là, je l'avoue, il tient plus du fantasme personnel que de la théorie. Mais bon, j'allais pas créer une catégorie fantasme personnel juste pour celui-là. Alors, avant de commencer, il faut d'abord parler d'un film qui a été bâché à sa sortie, mais que personnellement j'ai trouvé plutôt sympathique. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'était une adaptation de comics d'Alan Moore, mais le comics en question était beaucoup trop riche pour un seul film, ce qui donne son aspect un peu bordélique. Et vous vous demandez certainement à quel point l'univers de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires est riche. Eh ben, pour vous faire court, disons que si on veut vraiment représenter cet univers de manière bonne, il faudrait une structure semblable à celle du Marvel Cinematic Universe. Et si on y arrive, on dépasserait Infinity War en termes d'adaptation ambitieuse. Je dis ça parce que nous parlons quand même d'un univers qui rassemble plein de romans de l'époque, tels que Dracula de Bram Stoker, Les mines du roi Salomon, 20 milieux sous les mers, Fu Manchu, l'île du Docteur Moreau, Sherlock Holmes, Dr Jekyll et Mr Hyde, L'homme invisible, L'étrange portrait de Dorian Gray, j'en passe et des meilleurs. Donc ouais, tu m'étonnes qu'à l'époque, un seul film pour regrouper tout ça, c'était assez bordélique. Et à l'époque, le concept d'univers cinématographique n'était pas envisagé. Et maintenant que le MCU a quand même fait son énorme succès, il y a de quoi se poser certaines questions, surtout quand on entend certaines rumeurs circuler.
Comme à Hollywood, une mauvaise adaptation ne fait pas forcément un flop, le film a récolté 179 millions de dollars dans le monde pour un budget de 78 millions de dollars. Pas assez de billets verts ramassés pour mettre en chantier une suite à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Bien inspiré, la Fox a décidé de lancer un reboot de la Ligue avec l'idée d'en faire une franchise. Le film serait produit par John Davis, connu pour la série Blacklist, Chronicle ou encore Agents très spéciaux dans nos salles en septembre. Alors, je ne sais pas si ce projet est toujours d'actualité, mais s'il l'est, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux d'en faire un univers cinématographique. En tout cas, croyez-moi, je vais suivre l'affaire avec attention. Bon, celle-là, elle vient de loin, mais pas de nulle part. Si je vous dis l'emmerdeur, original et remake, le dîner de con, les fugitifs, les compères, le placard et la doublure, à quoi vous pensez? Personnellement, deux noms me viennent à l'esprit lorsque j'entends parler de ces films. Francis Weber, le réalisateur de tous ces films, et François Pinon. En effet, dans tous ces films que je viens de vous citer, il y a un acteur qui joue le rôle d'un personnage qui se nomme François Pinon. Suspect, hein? Non, pas du tout. Mais c'est pas fini. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, le retour du Grand Blond, Cause toujours tu m'intéresses, Coup de tête, On aura tout vu, Le Jaguar et La Chèvre, nous retrouvons un personnage qui se nomme François Perrin. Bon, jusqu'à présent, rien de folichon. Mais ce n'est pas tout. Dans 9 films de Francis Weber, nous retrouvons un personnage nommé Christine, dont 3 fois interprété par Mireille d'Arc. Dans 5 d'entre eux, nous retrouvons un personnage qui se nomme Milan. Dans 3 films de Francis Weber, nous retrouvons un personnage qui se nomme Campana, et aussi dans 3 autres films, un personnage nommé Lucas. Enfin, dans 2 films de Francis Weber, nous retrouvons un personnage qui se nomme Le Tellier, et 2 autres films dans lesquels nous retrouvons un personnage nommé Toulouse. Alors, je sais ce que vous vous dites. Bah quoi, c'est pas parce qu'il nomme plusieurs fois ces personnages de la même façon que ça veut dire que c'est un même univers cinématographique. C'est n'importe quoi ta théorie. Et j'aurais eu tendance à être d'accord avec vous, mais le cas où on retrouve plein de personnages nommés de la même façon par le réalisateur, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Eh oui, Michael Haneke. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Michael Haneke a confirmé son univers cinématographique avec le film Happy End et a donc confirmé que les noms de Georges et Anne Laurent n'étaient présents que parce que c'était les mêmes personnages. Bah alors, c'est-il pas la preuve qu'en fait les films de Francis Weber sont dans un même univers cinématographique? Non, pas du tout. Mais la théorie a le mérite d'être rigolote. Bon, allez, les 2 premiers univers, soyons honnêtes, étaient assez pourris niveau théorie. Mais là, je vous jure qu'on attaque du lourd, de la théorie bien grasse et bien ficelée. Mais avant de parler de cette théorie, je ne peux pas ne pas vous parler de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki est l'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre réalisateur de films d'animation japonais. Il a fondé avec Isao Takahata la société Ghibli. Et je ne peux que vous recommander la filmographie d'Isao Takahata, qui nous a quittés très récemment, paix à son âme, tels que Le Tombeau des Lucioles, Les Contes de la Princesse Kaguya ou Mon voisin les Yamada. Mais revenons à Hayao Miyazaki. En 2013, Hayao Miyazaki a annoncé prendre sa retraite avec son dernier long métrage Le vent se lève, laissant une filmographie que tous s'accordent à dire qu'elle est géniale. Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise, Nausicaa à la vallée du vent, Kiki la partie de sorcière, Le château dans le ciel, Le château ambulant, Princesse Mononoke, une filmographie que je peux que vous conseiller. Arigatou gozaimasu, Miyazaki-sama. Maintenant, si je vous disais qu'il est possible théoriquement que les univers des films de Miyazaki soient liés,
Cette théorie est née à partir de similitudes trouvées dans certains de ces films, comme dans Mon voisin Totoro, où l'on retrouve les petites créatures noires dans Le voyage de Chihiro. D'ailleurs, il est fortement possible que la petite chaussure retrouvée dans Mon voisin Totoro appartiennent en réalité à Chihiro, puisque l'esprit de l'eau en fait référence. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. En effet, le couple de boulangers dans Kiki la petite sorcière serait en réalité Ponyo et Sosuke de Ponyo sur la falaise qui auraient grandi, tout comme Pazu dans Le château dans le ciel, dont on retrouverait la version enfant dans Le château ambulant. Château dans le ciel d'ailleurs, qui partage une créature avec Nausicaa, la vallée du vent. Mais avec tout ça, aucun doute, ces films sont liés. Malheureusement pas vraiment. Parce qu'il n'y a aucune référence à part dans les films que j'ai évoqués. Et encore, il n'y a pas plus de clins d'œil et de similarités que ça. À part la créature de Nausicaa et du château dans le ciel qui peut être un simple clin d'œil, les autres ça ressemble plus à de la ressemblance physique. On peut même dire que ce serait plutôt le style graphique de Miyazaki qui en est la cause. Je veux bien croire que Mon voisin Totoro et Le voyage de Chihiro sont liés, parce qu'il y en a plusieurs de références. Mais pour le reste, ça reste quand même très faible. Seulement, au vu de l'univers féerique que cela nous donnerait, je comprends qu'il y en ait beaucoup qui ont envie d'y croire. Seulement, comme je l'ai dit, Miyazaki a pris sa retraite, je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'il a de cacher ça. À moins qu'il aime entretenir le mystère, mais bon, ça m'étonnerait. Ceci dit, si un jour il officialise, il faudra voir si ça correspond bien au niveau des dates et des événements. Et si c'est le cas, alors là, ça nous donnerait un univers juste génial. La mère de toutes les théories. La théorie qui dit qu'en fait, tous les films Pixar sont liés entre eux. C'est aujourd'hui encore la théorie la plus célèbre qui anime encore plus les internautes aujourd'hui, qui vérifient chaque film Pixar pour voir où et quand on pourrait situer le film dans cet univers. Et certains d'entre vous se demandent, la théorie Pixar? Qu'est-ce à dire que c'est? Bon. Accrochez vos ceintures, ça va être du lourd. Avant de commencer à parler de cet univers, dites-vous une chose. Nous sommes dans un univers où la magie existe et où l'amour peut être vu comme une sorte d'énergie. En tout cas, les émotions peuvent l'être. D'ailleurs, l'explication de ces deux phénomènes serait expliquée dans Le voyage d'Arlo et que c'est pour ça que la météorite ne s'écrase pas sur Terre. C'est parce qu'il faut nous montrer que l'humain a pu évoluer plus rapidement et développer la magie et que les animaux ont gardé une graine de conscience. Mais notre histoire commence véritablement dans le film Rebelle. Pour vous résumer un peu le film, Mérida, une princesse celtique, veut échapper à sa vie de princesse afin de vivre comme elle l'entend, ce qui occasionne des conflits avec sa mère qui la pousse à lui jeter un sort et ça tourne mal. La vache, j'ai l'impression d'avoir fait un titre putaclic. Dans ce film, Mérida fait la rencontre d'une sorcière loufoque qui a des pouvoirs apparemment liés aux objets et aux portes. Bon, je vais pas vous faire un résumé complet du film, mais voilà ce qu'il faut retenir. Les objets s'animent comme s'ils avaient leur propre conscience, la sorcière arrive à disparaître en traversant des portes, et la magie donnerait un peu conscience aux animaux, et c'est pour ça que la mère de Mérida continue de se comporter de manière humaine malgré le fait que le sort lui est jeté, et que si elle se comporte de plus en plus de façon animale, c'est parce que la magie se dissipe. Maintenant qu'on a pris ça en compte, passons aux trois films Lao, Ratatouille et Nemo. Dans ces trois films, nous prenons conscience que les animaux ont une sensibilité, une conscience et une intelligence supérieures dues à la magie qui leur donne ces possibilités et à leur évolution programmée dans le voyage d'Arlo. Seulement dans ces trois films, les animaux sont surexploités. Ratatouille est un rat qui cuisine et qui a deux doigts de se faire tuer pour ça. Dans Lao, ce sont les chiens qui se font exploiter. Il est dit d'ailleurs par Charlemagne que les animaux sont plus sensibles que ce que les humains pensent. Putain de vegan. Enfin, le monde de Nemo et le monde de Dory qui parlent de la pêche, de l'exploitation des animaux dans les eaux, des enfants qui tuent les poissons, etc.
À plusieurs reprises, nous montrons une montée de tension entre les animaux et les humains, ce qui va apporter un événement dont on parlera plus tard. Mettons de côté les animaux et passons à un autre élément, l'intelligence artificielle. Les machines qui seraient imprégnées d'amour ont développé une sensibilité puissante, une sensibilité qui les permet de fonctionner et dont pour cela la présence de l'humain est nécessaire. C'est ce que semble démontrer la saga Toy Story où les jouets veulent absolument se faire aimer d'Andy. D'ailleurs, en parlant de Toy Story, nous retrouvons dans Toy Story et dans Lao la même société, à savoir B&L. Seulement, les tensions entre les humains et les machines apparaissent à cause de gens comme Sid qui ne respectent pas les machines. Tension qui grandit à cause de Syndrome dans Les Indestructibles qui se sert d'une machine pour arriver à ses fins. Machine qui se rebelle par ailleurs. Sauf qu'à ce moment-là, la magie est encore fortement présente chez les humains, c'est pour ça qu'on a des super-héros dans Les Indestructibles. Seulement, la magie finit petit à petit par disparaître. Alors ce n'est pas dans la théorie, mais c'est ce que je pense personnellement. Je pense que la magie disparaît parce qu'elle est emportée par les morts. En mourant, un humain apporte un peu avec lui de sa magie. C'est pour ça qu'il y aurait un monde au-delà des morts. Mais lorsque les humains finissent par les oublier, traduisez lorsqu'il n'y a plus d'amour envers eux, ces morts disparaissent, emportant avec eux le reste de magie qu'ils avaient emborné. Ce qui fait disparaître petit à petit la magie. En tout cas, c'était un peu ce que pourrait souligner Coco. Et donc, nous nous retrouvons dans un monde où les humains ne maîtrisent plus la magie et où on se retrouve avec des émotions qui restent très internes. C'est ce que semble démontrer le film Vice Versa. Mais arrive un âge dans lequel nous n'avons aucune information. L'âge des ténèbres. Durant cette période, les animaux, les humains et les machines se seraient livrés à une guerre destructrice. Une guerre tellement intense qu'elle aurait ravagé la Terre à un point irréversible. À tel point qu'elle aurait exterminé les animaux et qu'elle aurait obligé les humains à aller vivre dans l'espace. Ce qui fait que les seuls occupants de la Terre sont les machines. Et c'est là où on arrive au film Cars. Seulement, comme nous l'avons vu, les machines ont besoin des émotions humaines pour vivre. Et du coup, dans un premier temps, ils cherchent à reproduire ces émotions humaines, à refaire la société dans laquelle les humains les ont créées. C'est pourquoi les machines se comportent comme des humains dans Cars. Sauf que ça ne marche pas et les machines régressent. C'est ce qui nous donne le film Wall-E. Film Wall-E qui nous apprend que les seuls animaux qui ont survécu à l'âge des ténèbres sont les insectes. Gardez ça en mémoire. Et qui nous apprend que dans l'espace, les humains ne se sont pas rebellés contre les machines parce que les machines ayant besoin d'eux les ont maintenus dans un état de docilité qui leur permettrait de profiter de leurs émotions sans risquer une guerre. Après que les humains soient retournés sur Terre à la fin de Wall-E, ce sont les émotions qui sont revenues et donc petit à petit, la magie. Et la magie refaisant surface, elle a donné la sensibilité aux seuls animaux restant sur Terre, les insectes. À la fin de Wall-E, les humains plantent une graine d'un premier arbre, un arbre chargé en émotions positives et donc en magie qui aura un impact sur les insectes alentours qui se mettront à vivre comme les humains. Et ça nous donnera le film 1001 pattes. Le nouvel état de la Terre, le retour des humains et la nouvelle cohabitation harmonieuse nous donnera quelques siècles plus tard une évolution qui nous amènera, je vous le donne en 1000, dans Monstres et compagnie. Dans Monstres et compagnie, les monstres seraient en fait une évolution très lointaine des humains qui auraient compris que pour exploiter la magie, il faut exploiter les émotions. Sauf que comme on l'a vu, l'âge des ténèbres a été un véritable carnage et les émotions des êtres vivants présents à ce moment-là ne suffisent plus vraiment. Et donc, comment qu'on fait? On va aller chercher la source de ces émotions là où elle était le plus présente. Dans le passé, qui correspond à notre présent du coup. Et chez qui les émotions sont les plus fortes? Comme démontré dans Vice Versa, chez les enfants. Du coup, les monstres créent des portes qui permettent de voyager dans le temps et l'espace pour récupérer les émotions des humains. Mais en ayant une peur panique de ces derniers, parce que c'est un peu à cause d'eux qu'il y a eu l'âge des ténèbres.
Et donc cette histoire de portes, d'objets qui ont leur propre personnalité, comme des intelligences artificielles, ça ne vous rappelle rien? La sorcière de Rebelle. Les objets s'animeraient donc parce que ce sont des intelligences artificielles, et les portes seraient les mêmes que Monstres et compagnie. Et alors, qui est donc cette sorcière, me demanderez-vous? Boo. Boo qui aurait grandi en connaissant Bob et Sully, et donc qui aurait un peu plus appris du monde dans lequel vivent nos deux compères. Qui aurait voulu en savoir plus, et donc a utilisé la technologie des portes pour voyager à travers les époques. Jusqu'à finir en Écosse, dans Rebelle. Et c'est pour ça que il y aurait une plaque en bois à l'effigie de Sully. Bon, dit comme ça, cette théorie semble totalement véridique. Alors, pourquoi se trouve-t-elle dans les théories? Le gros souci, c'est pareil que les autres théories. Rien n'a été confirmé. Et il y a plein de trucs qui vont pas, comme à aucun moment dans Vice Versa on parle des super-héros, à aucun moment Charles Muntz n'est évoqué ailleurs que dans là-haut, et à aucun moment les jouets d'Andy parlent des monstres du placard de Monstres et compagnie. En bref, des éléments assez importants qui devraient être plus explicites si la théorie s'avère exacte. Malheureusement, on n'a que des clins d'œil. Et ça n'aime pas un univers cinématographique. Juste à la meilleure théorie cinématographique jamais vue. Une théorie à laquelle on toucherait les choses du bout des doigts si on avait plus que des clins d'œil. Moi-même, j'adorerais que cet univers soit vrai. Mais pour l'instant, rien n'indique la possibilité de cet univers. En revanche, il y a bien des univers cinématographiques qui touchent du domaine du possible. Si je vous dis Freddy, Jason, Michael Myers, vous me répondez saga de merde. Non, c'est pas ça, non. Vous me répondez film d'horreur. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Vous me répondez slasher. Et faut se concentrer au bout d'un moment. Ce serait cool si ces icônes horrifiques du slasher se retrouveraient dans un même univers, non? Mais enfin, Draghi, mais c'est n'importe quoi. Ces univers, ils peuvent pas coexister. Ah bon? Vous êtes sûr? Et si je vous disais qu'on a touché du doigt cet univers cinématographique? Avec notamment le film Freddy contre Jason, qui était un crossover de ces deux titans du slasher, dont les origines remontent à Jason va en enfer, avec cette fin qui déterminait que les producteurs avaient en tête ce slasher. Projet retardé à cause de Jason X et dont on aura la concrétisation qu'en 2003. Le film est pas tip-top. Faut le voir avec un certain second degré, mais il a quand même eu un certain succès. Il a eu un succès tellement important que les producteurs ont envisagé une suite dans laquelle on aurait retrouvé Michael Myers. À la base, Freddy voulait se venger de Jason en utilisant Michael Myers, mais ça ne s'est pas fait. Mais je sais qu'un projet de ce genre est encore possible. Très récemment, nous avons eu un court-métrage Michael Myers contre Jason, nous montrant que ces deux-là peuvent vivre dans le même univers également. Mais en plus, on a eu un comics nommé Freddy versus Jason versus Ash de Evil Dead. Au vu du fait que les univers cinématographiques sont de plus en plus à la mode, il ne serait pas étonnant de voir un projet de ce genre prendre jour. Gardons un œil ouvert. Celui-là, il a quasiment déjà été fait. C'est pour ça qu'il se retrouve dans les possibles. Bon, je vais pas revenir sur la saga principale. La trilogie Matrix, c'est des classiques. Si vous les avez pas vus, matez-les. Mais ce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est que l'univers Matrix ne se limite pas qu'à cette trilogie. Déjà, Matrix, c'était devenu un projet cross-média où des comics et des jeux vidéo racontaient des histoires canoniques à la trilogie originale. Mais le plus intéressant, et qui ouvre une possibilité d'univers cinématographique, c'est Animatrix. Animatrix, c'est un ensemble de courts-métrages réalisés par plusieurs réalisateurs de films d'animation
et qui racontait des histoires toutes canoniques avec la trilogie originale Matrix. Et ça passait par tous les genres, science-fiction et fantastique bien sûr, mais aussi films détectives, films de sport, avec plein de façons et d'idées développant le concept de la matrice. Si vous vous êtes pas procuré Animatrix, lui aussi je vous le conseille pour le coup. Du coup, en prenant en compte la tendance d'Hollywood à ressortir de vieilles franchises, le fait que les univers cinématographiques se popularisent de plus en plus, il n'est pas impossible que ces courts-métrages deviennent des films concrets. Et ce serait pas la première fois que ce soit le cas pour un court-métrage. Mais bon, là on reste dans la supposition, dans du possible mais pas vraiment concret. Il est temps de passer à un niveau supérieur. Il est temps de parler des univers probables. Remontons un peu dans le temps, précisément en 1990, avec Predator 2, film grâce auquel j'ai connu la saga Predator, quand j'étais enfant. Non, ça n'avait pas eu de... Alors, pour vous resituer, la race des Predators, contrairement aux autres races aliens, ce n'est pas une race qui cherche à nous envahir, mais qui cherche à faire de la Terre leur terrain de chasse. En gros, les Yotas ont pour but de traquer des proies dangereuses afin d'en récolter des trophées à base de leur crâne. Pas très vegan tout ça. C'était un peu ça qui me faisait préférer la race des Predators à ceux des aliens, parce que les aliens, ça reste une espèce dangereuse, invasive, alors que les Predators ont vraiment un sens de l'honneur. Si l'un des leurs se fait tuer par une proie, ils cherchent pas à le venger, ils récompensent même la proie qu'il a tuée. Et en plus de cela, ils se refusent de tuer des proies trop faibles, comme les femmes enceintes, les enfants ou les vieux malades. Ces deux caractéristiques montrent un certain sens de l'honneur dans la race des Yotas. C'est pour ça que dans la guerre Alien vs Predator, je suis 100% Predator. Et d'ailleurs, en parlant de cette guerre Alien vs Predator, dans Predator 2, nous retrouvons le crâne d'un xénomorphe, montrant que ces deux races aliens font partie du même univers, et donc ce qui nous donnera un crossover avec Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Et très honnêtement, je trouve les deux films très sympathiques. Mais ça n'ira pas plus loin. De son côté, Predator aura un film très mauvais. Quant à la saga Alien... Mais bon. Étant donné que Predator va avoir un film en 2018 et que la saga Alien va sans doute avoir de gros changements suite au rachat de la Fox par Disney, est-ce qu'il serait pas temps de conjuguer une nouvelle fois ces deux univers? Je pense que rien n'est dû au hasard et que les producteurs y ont forcément pensé. Même si ça va en contradiction avec un univers dont je parlerai plus tard. Alors celui-là, il est de moins en moins probable, mais il n'est pas impossible pour longtemps. En effet, en 2017, nous avons eu droit à deux adaptations des romans de Stephen King, à savoir La Tour Sombre et It. Jusqu'à présent, vous allez me dire, ouais, et alors? Il se trouve que La Tour Sombre de Stephen King, ce n'est pas seulement un simple livre, c'est son œuvre majeure. Une œuvre tellement majeure qu'elle est reliée à plein d'autres œuvres de Stephen King, telles que... Oui, je vais devoir lire parce qu'il y en a tellement. Salem, Shining, Le Fléau, Dead Zone, La Méthode Respiratoire, Les Yeux du Dragon, Myst, Bazar, Insomnie, Rose Madère, Désolation, Cœur perdu en Atlantide, Territoire, Tout est fatal, Roadmaster, Le Bazar des mauvais rêves et, justement, It. Jusqu'à présent, vous allez me dire, ouais, et alors? Il se trouve que le film La Tour Sombre n'hésite pas lui-même à faire référence à ses autres œuvres de Stephen King. Il y est mention du Shining, dont je n'ai pas besoin de vous expliquer la référence, mais aussi de Randall Flagg, qui est l'antagoniste principal des Yeux du Dragon et du Fléau. Jusqu'à présent, vous allez me dire, ouais, et alors? Et je vous répondrai d'abord par un coup de poing dans la figure pour vous apprendre à m'interrompre tout le temps. Et je vous dirai aussi que It
est aussi lié à la Tour Sombre. Bon, déjà, la proximité des deux sorties est assez étonnante, mais il se trouve aussi que le film It a fait plusieurs clins d'œil à la Tour Sombre. Si je vous parle de Mathurin la tortue, vous allez me dire rien du tout. Non, parce que je pense que vous n'êtes pas nombreux à avoir lu It, la Tour Sombre ou les deux. Il se trouve que Mathurin la tortue est l'une des gardiennes du pilier de la Tour Sombre, et qu'il est aussi l'ennemi juré de It, à savoir Pennywise le clown. Il se trouve que très subtilement, le réalisateur de It a glissé des tortues dans son film. D'abord, il y a celle dans le lac dans lequel les enfants se baignent et qui disent voir une tortue. Ensuite, il y a la tortue de Georgie que Bill trouve. Et enfin, mais c'est plus théorique, il semblerait que la tortue ait en fait une apparition mais cachée. Vous voyez cette espèce de bâche bombée là, qu'on ne sait pas ce qu'elle fait là? Eh ben, il semblerait que la forme correspondrait à celle de la tortue. Le truc, c'est que la rivalité entre ça et Mathurin n'a de sens que si on prend en compte les livres de la Tour Sombre. Et au vu de la proximité de la sortie des deux films, il est très difficile de s'imaginer que c'est une simple coïncidence. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de nouveau projet, et à part la suite de It qui ne va pas vraiment dans mon sens, j'ai plutôt l'impression que les producteurs ont annulé l'idée. Mais ils y ont très certainement pensé. En 2001 est sorti le premier film d'une saga magistrale qui a fait concurrence à Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Menée d'une main de maître par Peter Jackson, cette saga aura une nouvelle trilogie en tant que préquel qui se nommera Le Hobbit, globalement menée aussi par Peter Jackson, et un peu Guillermo del Toro. Même si Le Hobbit a eu un accueil plus mitigé, il a quand même eu son petit succès cinématographique qui a permis d'étoffer un peu plus l'univers de Tolkien dans le paysage cinématographique. Seulement, je peux vous dire que la différence de taille entre l'univers de Tolkien tel qu'on le connaît au cinéma et l'univers des livres est incommensurable. En plus du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, nous avons le Silmarillion qui décrit la mythologie entière de la Terre du Milieu et qui fait 5 tomes. Les Enfants de Húrin, les 3 tomes des contes et légendes inachevés de la Terre du Milieu, Eren et Lúthien, ainsi que le livre Féris et autres textes. Donc voilà, avec autant de matière, il y a de quoi faire. Et certains vont me dire, oh mais les textes que tu viens de nous citer, là, il y en a, ils sont pas assez étoffés pour faire des films. Je vous répondrai qu'avec le Hobbit, on a réussi à faire une trilogie de films avec un seul bouquin, et que dans Harry Potter, en ce moment, on est en train de créer une saga basée sur un bestiaire. Et justement, à l'heure où les animaux fantastiques cartonnent et où il n'y a pas vraiment de concurrence en face, je veux dire, à part la saga Harry Potter, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement comme saga de livres adaptés au cinéma? Hunger Games, bon. Twilight, Le Labyrinthe, c'est sympathique, hein, et 50 nuances de Grey. Putain. Mais étant donné que Le Seigneur des Anneaux, c'est encore une franchise à succès, il serait pas idiot de penser que les producteurs pensent à adapter les autres films de Tolkien. C'est à surveiller. Alors, pour celui-là, je vais devoir beaucoup spoiler Jurassic World Fallen Kingdom. Donc, si vous voulez aller voir le film et que vous voulez pas être spoilé, allez à ce timecode. Les autres, commençons. Donc, si vous avez vu Jurassic World, vous savez qu'à la fin du film, les dinosaures sont lâchés sur le continent américain et dans le monde. Et le film se termine à cet instant-là. C'est une fin qui, à titre personnel, je n'ai pas aimé. Notamment pour les raisons de la libération des dinosaures. Puis bon, le délire vegan depuis Jurassic World, je ne vous le cache pas, commence à me les briser menu. Par contre, si l'on considère que cela présage un univers cinématographique, ça a plus de sens. On sait qu'il va y avoir un nouveau film Jurassic World.
Et lâcher les dinosaures sur Terre, c'est un véritable vivier à histoire qui n'est pas innocente pour moi. Surtout qu'en plus, plein de sous-intrigues ont été lâchées dans Jurassic World Fallen Kingdom. On a quand même parlé de clonage humain. Le clonage humain, c'est pas un petit sujet. Ça peut pas se contenter d'une simple sous-intrigue. Je pense, sincèrement, qu'Universal prépare un univers cinématographique autour de la franchise Jurassic Park. C'est pas encore annoncé, mais je l'attends. Bon, attendez, c'est l'instant où les gens qui voulaient pas se faire spoiler vont revenir. Alors, 3, 2, 1... Et c'est pour ça que Donald Trump a raison, sur tous les points. Oh, bonjour ceux qui ont sauté les spoils, ravi de vous revoir. Bref, tout cela n'est que pour l'instant que de l'imaginaire. Il n'y a pas de concret, il n'y a pas du sûr que ça va arriver, il n'y a pas du projet. Ben on y arrive. Celui-là, c'était un projet récemment confirmé, mais dont on ne connaît pas la suite pour l'instant. Reprenons un peu. En 1979, la Fox sort un de ses plus gros succès cinématographiques, réalisé par le encore bon à l'époque, Ridley Scott. Après 4 films de cette licence, dont beaucoup, dont moi, s'accordent à dire que le deuxième est le meilleur, 2 crossovers largement décriés mais que personnellement je trouve très sympathiques. En 2012, nous avons eu Prometheus, qui était une véritable merde à tel point que ça a créé une guerre interne entre les fans pour savoir si c'était un préquel à Alien ou pas. Seulement en 2017, Ridley Scott confirmera que Prometheus était un préquel avec la sortie du film Alien Covenant. Si vous avez vu mon live de la seconde chance, vous savez très bien ce que j'en pense. Alors jusqu'à présent, je ne vous apprends rien, mais les plus observateurs ont remarqué qu'en début d'Alien Covenant, il y a un plan sur un œil qui s'ouvre, que jusque-là on pouvait interpréter comme étant un clin d'œil à Blade Runner, qui lui aussi a eu une suite, Blade Runner 2049, et lui c'était un film génial par contre. Certains ont émis la théorie que les deux univers allaient être liés, ce qui n'était qu'une théorie jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Ridley Scott confirme qu'il a l'intention effectivement de lier les deux univers. On ne sait que très peu de choses au final sur cet univers cinématographique, si ce n'est que, en plus de lier ces 2 licences phares, ça porterait surtout sur l'intelligence artificielle. En soi, certains projets réalisés sous la production de Ridley Scott pourrait faire effectivement partie du projet, comme Morgan. Et tout cela, ça a connu un énorme chamboulement, imprévu. Le rachat de la Fox par Disney. Oui, je sais, dans ma précédente vidéo, c'était pas officiel, mais maintenant ça l'est. Et donc, sachant que ces 2 licences étaient sous la Fox, on ne sait absolument pas ce qui va arriver à cet univers cinématographique maintenant que c'est Disney qui chapeaute le travail. Projet avorté ou boosté par ce rachat ? C'est à voir. Alors, celui-là, il vient de loin. Connaissez-vous Valiant Comics? C'est une maison d'édition de comics au même titre que Marvel et DC. Ce sont eux qui ont créé les comics tels que Turok, Bloodshot ou Harbinger. Bon, me demandez pas plus loin au sujet de ces comics parce que je n'y connais que dalle. Il semblerait que la majorité des droits d'adaptation appartiendraient à Sony, qui serait tenté de lancer son propre univers cinématographique de comics. Je ne sais pas où ça en est pour l'instant, mais je sais que c'est toujours sur le feu, et qu'on aura très probablement des nouvelles prochainement. On sait que le projet sera également produit par 2 personnes principalement. Dinesh Shambazzani, le président de Valiant Comics, et Neil Moritz, le producteur des Fast and Furious. On verra ce que ça donnera, mais pour ma part, je suis plutôt curieux de ce qu'ils vont faire. Bon, avant de parler cinéma, nous allons parler roman.
Et nous allons parler de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson est un écrivain de romans majoritairement de fantasy. Il est surtout connu pour avoir achevé l'écriture de la saga de la Roue du Temps. Mais son œuvre la plus longue, son œuvre fleuve comme on dit, ce sont les livres appartenant à l'univers Cosmere. Univers Cosmere qui comprend principalement les séries des Fils des Brumes, la série principale est Wax and Wayne, mais également les archives de Rorschach, Elantris et Warbreaker. Un univers littéraire assez impressionnant qui contient 14 livres et qui est encore actif aujourd'hui. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai à peine survolé le sujet. Je sais juste que c'est un univers de fantasy et qui est plutôt assez sombre et qui se déroule sur plusieurs planètes, ce qui est étonnant pour de la fantasy. Je sais également que chaque saga est un sous-genre d'une saga de fantasy. On retrouve de l'urban fantasy, de la space fantasy et évidemment de l'heroic fantasy. Et il semblerait que la boîte de production cinématographique chinoise DMG Entertainment chercherait à produire ce Cosmere Cinematic Universe, ce qui se confirme par le rachat des droits d'adaptation pour 270 millions de dollars. Et Dieu sait qu'ils voient grand avec cette saga, puisque selon leur dire, ils voudraient faire un projet aussi ambitieux, voire plus ambitieux, que Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, celui qui a redonné ses lettres de noblesse à la fantasy. C'est vous dire à quel point ils sont déterminés. Pour le lancement de cet univers cinématographique, DMG Entertainment prévoirait de commencer par le premier tome des archives de Rorschach. La raison est que c'est le livre qui se rapproche le plus de l'heroic fantasy classique. En tout cas, vu les adaptations, vu leur détermination et vu le pognon qu'ils dépensent, c'est à surveiller de très près. Attention mesdames et messieurs, nous attaquons les univers cinématographiques qui vont aller du simple projet, les univers cinématographiques dont on a déjà des bandes annonces. Et c'est le cas de la franchise Transformers qui va bientôt passer de saga à univers cinématographique. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel. En 2007 est sorti Transformers, coproduit par Michael Bay, et qui est le premier film montrant une grande destruction de New York depuis les attentats du 11 septembre 2001. Globalement, le film est un succès, mais qui n'échappe pas aux critiques qu'on fera sur l'ensemble de la saga, à savoir humour et ambiance trop bof, scénario trop con et scènes d'action illisibles. Pour ma part, je vous le confesse, je n'ai vu aucun Transformers. Oui, je sais, il faut que je me rattrape. Mais malgré les remarques cinglantes sur ces films, Michael Bay rencontre son public, ce qui fait qu'il lui permettra de produire 5 films en tout. Bon, le dernier Transformers, même leur plus fervent défenseur l'a défoncé. Alors... Et donc, manifestement, certaines ambitions sont grandies, parce que, alors qu'on sait que la saga Transformers va continuer, est sorti le film Bumblebee. Film Bumblebee qui a eu une bande-annonce et qui nous introduira donc au personnage de Bumblebee. Ceci dit, rien n'annonce que le film spin-off appartienne à la saga telle qu'on la connaît. En effet, des rumeurs circulent sur la saga Transformers. Des rumeurs qui disent qu'en réalité le film Bumblebee n'appartient pas à la saga Transformers actuelle, mais qui serait le premier film d'un reboot de la franchise. Franchise qui donc ferait des films sur chacun des personnages avant de faire un crossover. Et il y a quelques indices. Pour une fois, ce n'est pas Michael Bay qui réalisera ce film Bumblebee, et la saga Transformers commence sérieusement à battre de l'aile. Alors certes, c'est un peu tôt pour un reboot, mais ce n'est pas impossible. Que ce soit avéré ou non d'ailleurs, ça revient au même. La franchise Transformers va être dans un univers cinématographique. Là où la différence se fait, ce sera sur le genre de film que sera Bumblebee. Soit il appartient à la franchise telle qu'on la connaît et donc ce sera un film à la Michael Bay très certainement, soit ça appartient à un reboot et dans ces cas-là, on ne sait pas. Mais ce sera un projet à suivre, ne serait-ce que pour savoir dans quoi on s'embarque avec cette franchise. Ah, celui-là.
Il est particulièrement récent, mais pourtant ses origines remontent aux années 2000. Il y a 18 ans. Je me sens vieux, putain. À ce moment-là, le réalisateur M. Night Shyamalan démarre sa carrière cinématographique. Et autant dire qu'elle démarre sur les chapeaux de roue avec un film qui a encore du succès aujourd'hui, Sixième Sens. Puis est sorti le film Incassable, qui a eu également un énorme succès, au point que les publics encore aujourd'hui se demandent encore qui est le meilleur entre ces deux films. Après ce succès, Shyamalan va traverser un putain de gros désert. Ça commence avec Signe qui, s'il a eu un assez beau succès, perd déjà une partie du public qui trouve qu'il y a beaucoup trop d'incohérences scénaristiques. Vient ensuite le film Le Village, film qui a été un énorme four et qui lui a apporté notamment son premier mème, What a Twist. Et après, La Traversée Infernale. Tous ces films vont se faire bâcher. La Jeune Fille de l'eau, Phénomène, Le Dernier Maître de l'air et After Earth, que des films moqués par le public et boudés par les critiques. Le mec s'est quand même pris plusieurs Razzie Awards dans la gueule. Et si vous me demandez ce que j'en pense, je vous dirais que j'ai trouvé Signe, Incassable et Sixième Sens géniaux, que j'ai trouvé La Jeune Fille de l'eau très sous-estimée, je n'ai pas vu After Earth et Phénomène, je n'ai pas aimé Le Village, mais c'est pour des raisons personnelles, et j'ai détesté Avatar, Le Dernier Maître de l'air. Pour de vraies raisons cette fois. Le truc, c'est que Shyamalan a son propre style de réalisation. C'est pas du tout un mauvais réalisateur, mais il a son style, il a ses empreintes, et quand il essaye de faire autre chose, bah ça donne pas du bien. Je le compare souvent à Tim Burton pour cela. Ce sont des réalisateurs à style. On aime ou on n'aime pas, c'est leur style. Mais revenons un peu sur sa filmographie. Il faudra attendre 2015 et la sortie du film The Visit pour que Shyamalan puisse enfin retrouver le succès du public. Et enfin, Shyamalan aura définitivement reconquis le cœur du public avec le film Split. Et c'est là où l'univers cinématographique commence. Alors, pour vous expliquer pourquoi il se confirme, je vais devoir spoiler Split. Alors, si vous l'avez pas vu, allez le voir. De toute façon, les bandes annonces du film qui va sortir prochainement ont déjà spoilé le pourquoi. Alors, parce qu'en scène post-générique de Split, nous retrouvons David Dunn. Pour ceux qui ne situent pas, c'est le héros du film Incassable. Confirmant que Incassable et Split se déroulent dans le même univers. Un univers cinématographique super-héroïque, mais qui aborde le thème du super-héros de manière super intéressante. Pour vous résumer ma pensée, disons que là où Marvel fait de ses héros une figure de divertissement, là où DC voulait à la base faire de ses héros une figure mythologique, Shyamalan veut faire de ses héros des personnages humains. Et l'existence de cet univers cinématographique se confirmera avec le film Glass, qui est un crossover entre Incassable et Split. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, tu vas un peu vite, en besogne, Coco. Il y a que 3 films, ça pourrait être une saga ordinaire. Et je vous dirais que oui, sauf que ce n'est pas structuré comme tel. Outre l'apparition de David Dunn, il n'y a pas vraiment de lien entre Split et Incassable. Les deux films sont totalement indépendants l'un de l'autre. Surtout qu'en réalité, on ne sait pas jusqu'où va cet univers cinématographique. Parce que bon, personne ne s'attendait à ce qu'il aille chercher un vieux succès des années 2000 pour faire cette saga. Qui sait quels autres films sont dedans? Je me doute bien qu'on n'aura pas Phénomène, After Earth ou Avatar, le dernier maître de l'air. Mais La Jeune Fille de l'eau et Le Village, c'est jouable. Moi, ma plus grosse espérance, c'est qu'on nous voyait Harley Joel Osment et qu'on nous confirme que Sixième Sens fasse partie de cet univers cinématographique. C'est totalement possible. On pourrait retrouver ce petit garçon qui est devenu un médium et qui travaille avec la police. Ce serait juste brillant. Bref, un univers cinématographique sur les super-héros et qui nous permet un autre très bel univers cinématographique.
Pour beaucoup de gens, le concept d'univers cinématographique est dangereux, trop limitrophe pour la créativité artistique des réalisateurs. Pour beaucoup, un univers, c'est juste une commande de producteur. Ils n'ont pas foncièrement tort, mais à titre personnel, le concept d'univers cinématographique me fascine. Avant, le cinéma servait à raconter des histoires, de simples petites histoires. Quelquefois, ces histoires se déroulaient en plusieurs tomes, comme les livres. Puis, comme les livres, le cinéma a développé le concept d'univers. Le cinéma ne sert plus seulement à raconter des histoires. C'est maintenant un portail. Un portail vers des mondes qui n'existeront que dans notre imagination. Se plonger dans un univers cinématographique, c'est comme plonger dans l'océan. C'est comme aller dans l'espace, c'est comme voyager. C'est aller dans un endroit dans lequel tous nos points de repère ne valent rien. Aller dans des endroits où on lâche prise pour admirer des espaces inconnus. C'est pour ça que je voulais parler de ces univers cinématographiques. Pour moi, parler de ça, c'est comme un astrologue qui vous parle de l'univers. C'est presque une invitation. Alors malgré tous les défauts qu'on peut y trouver, j'ai juste envie de dire merci à ces univers d'exister.